Donc tu veux faire quoi en premier, la drogue ou Comme ça tu sens. Petite discussion de drogue, ça fait longtemps la mise à jour là. Non mais surtout ça fait, moi j'en ai parlé de temps en temps sur mes streams perso et tout. Genre ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une discussion à deux et tout. En plus, puis, toi t'as ton tournant straight edge radical, c'est bien, on va pouvoir s'engueuler, ça va être trop bien. go la voir maintenant, comme ça après on pourra faire les drogués dans la tier list des gauchistes, mais on parlera des drogués à gauche quoi. C'est de gauche quoi. Les drogués à gauche c'est quelque chose, on sait que vous êtes nombreux. Oui. Ça va, vous êtes bien là, vous êtes à combien de joints là? Joints, vous êtes à quoi là? Alcool, joints. Si c'est pire, décrivez pas. Juste peut-être plus, voilà. J'ai arrêté les autres drogues, mais les joints c'est trop chaud. Je sais pas comment t'as fait pour faire ça du jour au lendemain. Bon, on va en parler. On va en parler. Vas-y, on regarde l'extrait déjà. Ça parle des streamers qui se droguent, moi, c'est pour ça on a mis l'extrait. Seule question, comment ont-ils eu le numéro? Franchement, je sais pas. La dernière fois que je suis allé à Strasbourg, c'était en 2016 et j'ai pas pris de drogue. Je connais quasiment personne qui habite à Strasbourg à part Bruce de Y Penser. J'imagine c'est quelqu'un qui lui a envoyé un message pour lui proposer de la fonce D, je pense. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Du coup, je pense que c'est lui qui a filé le numéro à ces mecs-là. J'aime pas c'est quand. Ah oui, je crois que c'est parce qu'il a reçu dans un live un SMS d'un dealer en mode tu veux de la frappe, j'ai de la sur Strasbourg ou quoi, et ça l'a fait rire. Ça me fait trop, moi, je reçois tout le temps. Il reçoit des textos tous les jours. Ouais, nous aussi. Non, un des trucs les plus marrants, c'était genre Nouvel An ou anniversaire. La vidéo là? Ouais, non, mais tu te rappelles le Nouvel An où la première personne qui nous avait souhaité Nouvel An, c'était ah oui, c'était le dealer, oui, c'est vrai. Le premier message de Nouvel An que j'ai reçu, c'était un dealer. Et celui qui fait des vidéos avec les supporters du PSG. Ah oui, là. c'est incroyable. Genre, t'as les supporters qui hurlent et t'as des prix qui arrivent et tout, c'est incroyable. Moi, je les aime trop, les dealers, ils sont trop forts. Mais surtout, ils sont trop marrants, les dealers. Et je trouve qu'ils font tout le temps des trucs trop drôles. Oh non, c'est juste que ça m'amuse. Même dans la rue, moi, je les trouve trop marrants, les dealers. Ah ouais, en fait, moi, en plus, tu sais, vu ma coupe, à chaque fois qu'il y a une discussion avec un dealer qui vient me voir, ça finit sur des remarques manga. À chaque fois, ça me fait mourir de rire. À chaque fois que je croise des dealers, je finis par taper une discussion manga. Parce qu'à un moment, il y en a, il me fait. Le dernier, il m'a fait wow, Harry Potter et tout. Et j'étais, ah, vas-y, non, c'est pas Harry Potter là. Sinon, si tu veux, je lui ai dit, sinon, tu dis Mob Psycho 100. Il était là, ouais. c'est trop marrant à chaque fois. Moi, ça m'éclate. Il me sort tout le temps des trucs comme ça, quoi. Il y en a, il m'avait dit Lévi. J'étais trop heureux. Levi. Il dit, ah, mais t'es Levi, toi, en fait. Ça me fait trop rire. Plus trop, en vrai. J'aime plus la sensation que ça me fait le joint. Ça fait des années que j'aime plus ça. Ça doit bien faire 6-7 ans que j'aime plus ça. Et pareil pour être bourré d'ailleurs maintenant. Qui se drogue dans les Twitch Games? Quasiment tout le monde. La trentaine. Basé. Mais ça, t'imagines là pour deux pacotilles, ça doit les choquer un peu. Tout le monde se drogue dans le Twitch Game. Gros, c'est évident, je sais pas, c'est un truc de fonce. Non, mais surtout en fait, non mais même attends, au-delà du streaming, tous les jeunes ont fumé un joint. C'est bon, c'est genre de notre génération, ça y est. Calmez-vous, genre déjà la génération de nos parents, t'avais la moitié qui avait essayé un joint pendant mai 68, au minimum, hein, au minimum. Il y en a qu'on fait bien plus. Ça va, tu sais, genre. Bah oui. Mais même, c'était bien avant la trentaine que j'ai. Puis même, si tu penses, enfin, il y a un truc aussi, c'est que vous aimez trop juger la drogue, mais l'alcool, c'est de la drogue en fait. Donc à partir du moment où vous avez bu des bières avec vos potes, vous êtes mis des mines en soirée, en plus, techniquement, vous vous êtes drogué. Donc bon, bah tout le monde se drogue dans ce pays, c'est ça la vérité. Pas genre. Je me suis dit, j'aime plus trop les joints, j'avais 26 ans, hein. J'avais 25-26 ans. Même l'odeur qu'avant j'adorais, je peux plus la sentir sans que ça me foute un peu la nausée. Quand j'étais faut doser là. Forceur un peu. Ah, faut doser. Forceur. Moi je sais pourquoi il est traumatisé par ça, mais bon. Bon, j'en parlerai pas ce soir. Jeune, quand j'avais 19-22 ans, on va dire, j'ai beaucoup consommé, mais j'ai toujours eu une consommation parasitique. C'est-à-dire que je n'achetais jamais, mais je traînais avec beaucoup de gens qui fumaient. Strap de FDP, ça. Wendo, il a fait ça longtemps avant de finir par concéder d'acheter lui-même. Strap de FDP. Mais ça, il y en a plein, ils font ça. Mais ça, comme ça, ils se disent, ah, comme ça, je me drogue pas. Ouais. Moi, les gens qui faisaient ça avec mes joints, ils s'en remettaient rarement. Avec un vrai rat. J'ai jamais acheté et j'aimais bien ça. Et puis quand il y avait en soirée, machin, tout ça. Mais j'ai jamais été addict en tout cas à ça. Même si ça aurait pu, hein, avec la consommation que j'avais quand j'avais 20 ans, quoi. Mais comme je disais, j'ai jamais acheté, j'ai jamais fumé seul un joint. Comme de l'alcool d'ailleurs, j'ai jamais bu de l'alcool seul. En fait, je me suis toujours dit, et je pense que c'est assez juste, si tu fumes tout seul ou si tu bois tout seul, c'est qu'il commence à y avoir un petit problème, je trouve. Boire seul, ouais. Après, en fait, là où je sais pas. Non, mais je comprends la réflexion. Moi, je vois ce qu'il veut dire, oui, la réflexion. En vrai, je pense que quand t'es dans une démarche de te dire, ah, moi j'aime bien de temps en temps fumer avec des potes, ça me fait marrer, mais que tu te méfies de toi-même par rapport à l'addiction, de t'en protéger en fumant qu'avec tes potes, en achetant pas et en passant jamais le pas. Parce que moi, le plaisir de fumer un terre tout seul, c'est le plus grand plaisir, bien sûr, tu vois, genre en matant un film, en écoutant de la musique. Mais ça peut être une bonne démarche pour se protéger de l'addiction. En fait, la réflexion est bonne, mais elle est incomplète parce que le problème, c'est que t'as des gens, ils vont se dire ça, mais ils vont faire quoi? Ils vont se dire, je suis pas alcoolique parce qu'ils boivent pas de la semaine, mais chaque putain de week-end, ils vont se mettre des mines
à en perdre des neurones ça, chaque putain de week-end de leur vie. Et justement, il y en a aussi, ils aiment trop aller voir leurs potes pour se bourrer la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour moi un comportement d'addict qui veut pas reconnaître qu'il est addict. Ça, c'est réel de ouf. Tu vois, et au contraire, il y a des gens qui boivent une bière par jour chez eux au calme, enfin tu vois, plus ou moins, quoi. Ou un verre de vin au repas parce qu'ils se font une bonne viande, ils se prennent un verre de vin. Ah oui, de ouf. Est-ce qu'on peut les qualifier d'alcooliques, vous voyez? Genre, ça dépend, ça dépend. C'est pour ça que je vois très bien la réflexion pour soi, pour son cas, elle est logique, tu vois. Mais en termes de discours... Et puis je trouve par exemple que fumer seul, c'est pas la même chose que boire seul. Je comprends dans la réflexion. C'est ça. Au contraire, tu peux avoir envie de plutôt fumer seul de temps en temps, de faire un petit joint pour dormir ou te détendre ou réfléchir à un truc. Faire du son. Ouais, voilà. Écrire, j'en sais rien. Ouais, voilà, il y a plein de gens. Je connais des musiciens, ils sont énormément à fumer pour se mettre dans la musique, tu vois. C'est ça. Ils vont pas forcément le faire en soirée pour rigoler, par exemple. Bah ouais. Donc bon, c'est pour ça aussi que, tu vois. C'est ça. Mais je comprends, par contre, de son point de vue, je comprends pourquoi, tu vois. Shame évidemment pour les gens qui le font, tu vois. Force à vous. Un peu quand même, j'ai l'impression, moi. Mais en tout cas, force à vous, il était pas ouf. Wow. Il a fait ouais, hein, les petits drogués là. Ouais. J'ai l'impression qu'il a une très mauvaise image de la drogue quand même. Après, je peux comprendre pourquoi. Après, gros, il était pote avec Wendo dans sa période 420. Moi, je comprends pourquoi il a une mauvaise image de la drogue. C'est la faute à Wendo. Alors moi je tire sur Wendo là. Pour ça dépend pourquoi. En regardant du sport. Ouais, je vais créer le stoner. Moi je comprends pourquoi il a mauvaise image de. Même moi j'ai mauvaise image de Wendo à cette époque. Donc, après c'est marrant. Mais je rigole, là, mais laisse-moi. Mais non, mais je contrebalance, je te laisse, je contrebalance. Moi aussi j'étais un débile à ce moment-là. Mais oui. Moi j'étais en mode, tu sais, les mecs qui défendent la drogue en mode wiki. Ouais, les mecs de forum, toi. Pour moi, t'étais un fonce-dé de forum. Les mecs qui font des tests de ouf et tout. C'est un autre état de confiance. Un rapport philo à la drogue bandeur, mais un peu ultra bandeur en mode. Allez m'intéresser sur les récepteurs cannabinoïdes. Oui, voilà, ça c'est les mecs de forum. Dans le corps. Ça c'est les mecs de forum. Moi j'étais vraiment en mode donc c'est très intéressant. Oui, c'est ça. C'est drôle. On dirait qu'ils ne veulent pas qu'on fume pour pas qu'on se rende compte que Babylone serait possible. Non, moi j'étais pas à ce stade, mais presque. Vous voyez, j'étais ce bandeur moi. En tout cas, je trouve que j'aurais été sur une pente descendante. Mais non, j'étais pas en mode la drogue, c'est pour les gens intelligents. Ça c'était plus Wendo avait vraiment cet avis. Wendo avait le meilleur avis sur ça parce qu'il me faisait trop rire comment il le disait. Quand il était en mode, quand quelqu'un disait moi j'ai fumé une fois et je m'en suis jamais remis. Ah ouais. Je sais ce que tu veux dire. Je reviens sur le truc parce que les gens ils savent de quoi on parle. Oui. J'ai fumé une fois, je m'en suis jamais remis, blablabla. Et Wendo il est en mode c'est un normie qui n'a pas passé le test de la drogue. La drogue ne l'a pas choisi. La drogue, c'est un test. C'est pour voir si tu es capable de résister à une crise d'angoisse. Les normies qui ne font jamais de crise d'angoisse découvrent à ce moment-là qu'est-ce que ça fait et ils sont incapables de se rendre compte qu'ils sont des petites merdes. Alors après, non mais je vois son chemin de pensée me fascine un peu parce qu'il est un peu vrai. Il a un peu raison. Moi, je suis d'accord. C'est le truc, c'est qu'à chaque fois que j'écoutais des mecs, tu sais, j'ai regardé beaucoup de vidéos de témoignages de fumeurs de joints. Et ils t'expliquent genre, j'ai fumé des joints pendant 2 ans et c'était trop bien. Tous les jours, je fumais. Et puis un jour, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai cru que j'arrivais plus à respirer et je me suis senti ultra mal. Et depuis, j'ai plus jamais touché un joint. Et je suis en mode, ouais frérot, t'as fait une crise d'angoisse quoi. Genre les mecs ont bad trip une fois. Non mais après là où je comprends, c'est que moi j'ai fait énormément de crises d'angoisse avant de fumer. Donc la première fois que j'ai bad trippé, en plus ça me paraissait gentil parce que quand tu bad trip, tu sais que c'est à cause de la drogue. Enfin il y a un truc en toi. C'est pas genre t'es pas débile au dernier degré. Tu sais que t'es avec la fume, ouais. Avec la fume, tu gardes la conscience que c'est la drogue qui te fait mal. Même avec l'alcool, dernier alcool, degré. Il y a certaines drogues dures où tu perds le truc. Peut-être, tu vois. Mais en tout cas pour la fume. Tu dis j'ai fumé, j'ai trop fumé, je suis pas bien. C'est pas bien, c'est pas agréable comme t'as la goutte de sueur, tu serres les dents une demi-heure, ça passe. Alors qu'une crise d'angoisse, ce qui est vraiment traumatisant, c'est qu'il se passe d'anormal entre guillemets et d'un coup, tu peux plus respirer ou je sais pas. Et là, c'est vraiment, c'est beaucoup plus flippant parce que tu te dis c'est à cause tu sais pas pourquoi quoi. Ou alors tu sais que c'est à cause de la dépression parce que tu vas super mal. Du coup, c'est ultra badant car tu dis que tu vas devenir fou. Donc c'est beaucoup plus un bordel, mais c'est pour ça que ça me fait rire la vie Wendo. Voilà, vous avez eu la vie Wendo. Après, moi mon avis aussi c'est que c'est un dièse de la weed. Les fumeurs de shit, ça arrive pas ça. Ça c'est la weed aussi. Les après vous devenez débile. C'est différent. Et flemmard. Ça endort, c'est pas pareil.
que la weed, ça donne plus des crises de paro et tout. Après, ça peut arriver avec le shit aussi, tu vois. Mais les normies, vaut mieux qu'ils fument du shit. Honnêtement, c'est moins dangereux, ça fait moins bader à mon avis. Non, mais bien sûr, les gens, l'alcool, si t'es pompette, bon, Osef, d'être pompette, c'est juste un peu de chaleur et tout, t'es un peu désinhibé. Mais après, l'alcool, au contraire, par exemple, c'est là que tu vois que c'est pas les mêmes états. Parce que quand t'es défoncé sous alcool, tu te crois trop fort et invincible et tu peux faire des dingueries, quoi. Alors que je trouve que quand t'es trop défoncé à la weed, tu deviens paro, tu te mets à bader et à déréaliser. Ce qui fait que, typiquement, moi, tu vois, genre, si je suis trop défoncé à la weed et que je dois monter, genre, sur un vélo ou un scooter ou rentrer chez moi, je vais être sursécuritaire, tu vois. Parce que je suis parano. Mais après, c'est dans ta tête, ça. Non, mais oui. Bah, peut-être, mais je sais que beaucoup de gens. C'est une illusion, aussi. en vrai. Non, mais tu vois, je sais que je peux pas. Mais je vais être en mode, il faut que je fasse attention. Alors qu'à l'inverse, si je suis bourré de ouf. Ah bah oui, là, c'est n'importe quoi. Il y a des gens qui disent le shit. C'est très dangereux, du coup. Le shit, ça fait plus bader que la weed, je vous comprends pas pour moi. Bah après, gros, je pense que ça dépend des gens. Je pense que là où t'es bête, c'est que c'est pas toi, ta pratique n'est pas universelle. Chacun réagit différemment à la drogue. Oh là là, Jean-Michel Docteur. Bah, c'est la réalité, je suis désolé. Moi, j'y crois pas, moi. Non, mais c'est toi, t'es en mode, moi, ça a marché pour moi. Mais non, mais gros, pour tout le monde. Bah non, chacun à sa façon. La weed, c'est bien pire. Bah ouais. Gros, il y a des gens, le shit, ça les énerve, hein, ça les rend nerveux. Il y a des gens, le shit, ça les endort. Il y a des gens, ils prennent de la weed, ils deviennent du pneu, c'est pour ça, oui, hyper créatifs et ils font que parler. Et il y a des gens, ils prennent de la weed, ils s'endorment, ils deviennent des mollusques. Donc tu vois, genre, je sais pas, c'est... Personne n'a les mêmes tier list de la drogue, on pourrait un jour faire une tier list de drogue. Ça serait marrant. Ouais. Ça serait un bon concept. Ça pourrait être rigolo. Sinon, fumez pas, vous allez devenir bipolaire. Bah pas forcément. Non. C'est terrible. Le shit fume 1000 fois pire. Moi, je veux savoir quel shit vous fumez, ça, la vérité. Alors, actuellement, je reviens en mode 420 forum. Les gens qui deviennent bipolaires ou schizophrènes à cause de la weed, c'est des gens qui ont déjà des prédispositions à le devenir. Donc effectivement, mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de bipolaires et de schizophrènes qui s'auto-médicamentent avec de la weed pour survivre aussi à leur neuroatypie. Donc tout cela est très complexe, mon cher. Et on ne peut pas simplement dire que la weed rend bipolaire ou schizophrène. Voilà. Suivez-moi sur le forum champignon420.forumactif.com. Les bas de shit, je voulais me battre. Ah, putain, mais alors ça, moi vous me fascinez, hein, mais pourquoi pas, hein. D'accord. Mais c'est pour ça, non, mais après je comprends. Après, moi, je comprends, il y a plein de gens qui ont voulu fumer sur mes joints qui se sont mis à turbo bad tripper, hein, donc j'imagine, hein, c'est possible, hein, mais moi, mon corps ne réagit pas comme ça, quoi. Genre, après, voilà, quoi. Après, le problème du shit, c'est que justement, moi, le truc que je trouve un peu vicieux avec le shit, c'est que contrairement à la weed où t'as beau en fumer depuis longtemps, si tu t'éclates la tête, tu t'éclates la tête et ça met vraiment dans des mentales. Voilà quoi, c'est vraiment psychoactif. Alors que le touchy, moi je pouvais fumer ça comme des clopes, quoi. Genre vraiment, je pouvais fumer ça. T'as confondu, t'as dit le problème avec le shit. Donc tu veux dire avec la weed. Le problème avec la weed, c'est que c'est toujours vénère, je trouve. Pas ce que tu dis, ouais. Même les gens qui fument tout le temps, genre il y a le truc de même tu vois l'effet psychoactif qui te met dans des mentales bizarres. Alors que moi le touchy, ça me fonce des. Mais je pouvais fumer ça comme vraiment, je pouvais. Mais fumer je ça pense que comme c'est un des truc clopes. de fumeur aussi le shit. J'ai l'impression, c'est plus doux entre guillemets. Enfin, en tout cas en termes de dosage. Après, il y a des mecs qui prennent des triples filtrés là et tout. Bon voilà, il y a des gars, ils mettent de la wax avec leur shit et tout. Oui, tu peux t'éclater la tête avec du shit. Attention, surtout avec du vrai shit en plus, j'imagine. Bien sûr, tu chopais du shit de merde, ouais, bien sûr. Mais je trouve que le shit, c'est, enfin, habituellement, notamment en France, vu que t'as beaucoup de gens qui, en plus, consomment du shit de merde, c'est là où on peut être aussi un peu d'accord avec ça. Plein de gens fument de la résine, on n'appelle pas ça le shit pour rien, tu vois. Genre un peu naze. Et alors que la weed, moi j'étais plus un consommateur de weed et toi plus un consommateur de shit. Ouais. La weed, il y a plus un effet défonce. T'es en mode tu pars en avec couille, de la quoi. bonne weed. Enfin ça rend, pour moi ça rend hypomaniaque pour les bipolaires et ceux qui connaissent cet état. Ah toi c'est vrai que c'est vraiment l'effet que ça te moi faisait, ça crée cet effet là. Mais c'est pour ça que je comprends le lien entre bipolarité et défonce, parce que souvent le fumeur de joint quotidien, c'est quelqu'un qui va souvent passer d'un état, parce qu'en général c'est avec une dépression aussi, hein, que tu tombes dans ces trucs là, c'est qu'il va passer d'un état dépressif à un état maniaque. Et en fait, sans être bipolaire 100%, moi je trouve que c'est un truc qui, moi, ça me rendait je pense que j'ai des côtés un peu bipolaires, mais je suis pas un bipolaire sa mère, tu vois. T'as des tendances. On va dire j'ai des tendances, mais dès que je fume,
c'est vraiment un jeu de... Ça me rend maniaque, quoi. Ça me rend hypomaniaque direct. Ça me déclenche. D'ailleurs, c'est l'un des usages, moi, que je faisais thérapeutique dans la dépression du cannabis, c'était de déclencher des crises d'hypomanie dans des états dépressifs. C'est-à-dire que j'étais trop dépressif pour faire quoi que ce soit. Genre, je savais que j'avais des choses à faire, par exemple, et j'étais une merde. J'arrivais à rien, j'étais trop déprimé. Du coup, je fumais et ça me rendait créatif, heureux, un peu fou pendant plusieurs heures. Ouais, même en manie, quoi. Pas des fois plus oui, souvent, non, mais j'écrivais, vous pouvez demander, j'allais sur Discord. Il devenait fou. 800 messages. Après, je le faisais qu'Araz et Wendo, car c'est les seuls qui pouvaient supporter cet état-là. Bien sûr. Mais je pouvais écrire 800 messages de on va faire ceci, on va faire cela, alors que rien du tout. Hein. J'étais juste un fumeur de joint. Bien sûr. Et puis surtout, tu te penses pour un génie. Ah, mais ça, c'est dès que tu relis. T'es en mode, c'est complètement débile. Mais ça, c'est réel, ça aussi, tu vois. Genre, ça, c'est le truc de PO qui disait compose on drugs, edit sober pour être sûr de ce que tu fais, quoi. Tu vois, avec la musique, c'est pareil. Moi, je trouve, par exemple, le rapport à la musique au niveau de la drogue, c'est que la drogue, ça peut te désinhiber. Moi, je trouve c'est bien pour t'amuser, un peu avoir un rapport freestyle, tu vois. Genre, c'est-à-dire te laisser aller, faire des trucs pour t'amuser, genre soit jouer d'un instrument ou chanter, écrire, machin, etc. Mais quand tu veux vraiment faire de la musique, c'est-à-dire composer un truc de A à Z, le faire bien, non, faut pas être fonce-dé. Faut le faire sobre, c'est la même chose, quoi. J'ai l'impression d'écrire, c'est pareil. J'ai fait énormément d'écriture automatique sous weed, et après j'avais besoin de réécrire de manière sobre. Bon, aujourd'hui je le fais plus, mais en tout cas pendant très longtemps je l'ai fait, et le côté écriture automatique, combien de poètes ont fait ça, tu vois, genre Rimbaud, Verlaine, se sont fait connaître pour ça notamment, c'est-à-dire qu'ils se mettaient dans des états seconds, hein, voire triples, hein, parce qu'il n'y avait pas que le cannabis. Oh là 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 là, s'il y avait que alcool et cannabis, c'est que ça devait être une journée soft, tu vois. Et ben ils faisaient ça, et puis c'est le concept de l'écriture automatique. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi l'écriture automatique, c'est vous prenez une page blanche et vous écrivez tout ce qui vous vient à peu près par la tête. Alors évidemment, quand vous avez le talent de Rimbaud ou de Verlaine, c'est des vers qui vous viennent par la tête. C'est pas des phrases de mon chat a mangé la pâtée. Hein. Vous voyez, c'est un peu plus riche que ça. Mais en gros, c'est ça le concept du truc, et c'est un moyen de sortir des idées. Et c'est quelque chose, moi, que j'ai fait pendant très longtemps, notamment quand j'essayais d'apprendre à écrire, en tout cas d'améliorer mon écriture. Et j'en ai des traces aujourd'hui. Ça m'arrive de temps en temps de faire ça dans des prises de notes ou quoi. Je le fais beaucoup moins, mais pendant un moment, j'ai fait ça peut-être pendant 1 ou 2 ans de ma vie de manière très active. Et notamment parce que moi, la weed me déclenchait une créativité qui m'avait l'air d'être sans limite, qui en vrai a ses limites parce que je suis obsédé par des trucs, ça boucle, et justement à force d'écrire je me suis rendu compte que j'écrivais constamment les mêmes choses. Il y avait des motifs qui revenaient tout le temps, et t'avais du mal de sortir de ça. Ça m'a permis de comprendre mon écriture, hein. Et c'est marrant parce qu'en musique c'est pareil. En musique tu te rends compte que si tu fais tout complètement fonce-dé, en fait tu rentres dans des automatismes, et la drogue et la fonce-dé te met dans un état second qui fait que tu n'arrives plus à voir ces automatismes là, et c'est après quand tu réécoutes que tu te rends compte que tu fais les mêmes erreurs. Après les trucs bien que tu as fait sont les mêmes aussi, et en fait de revenir à faire du son en étant sobre, et ben en fait c'est là que tu vas rechanger ta vision du truc, quoi. Bien sûr, et c'est pour ça que beaucoup de gens créatifs ont un certain rapport à la drogue. Je pense que le bon créatif, parce qu'il y a toujours ce truc de l'artiste maudit, l'artiste drogué et tout, ça c'est une connerie. Hein. T'es d'autant plus nul que t'es une petite merde en général. Parce que c'est sûr, plus t'es malheureux, t'es mal dans ta peau, plus à part vraiment d'être un être torturé et sensible, ça existe. Il y a des gens... Daniel Dark existe. Voilà, il y a des gens qui sont... Ah, mais on parle de gens qui sont tellement à fleur de peau que justement ils vivent un peu tout en même temps. Ils arrivent à être autant des génies, à l'ego surdimensionné, que des gens qui ont envie de mourir à chaque instant, et ça à chaque seconde en même temps. Donc ça explique aussi la beauté de ce qu'ils écrivent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça qui fait de vous. Par contre, et je pense que c'est dans un processus créatif, beaucoup de gens vont chercher dans la drogue une autre manière de se percevoir, une autre manière de comprendre leurs automatismes, leurs angoisses. Parce que aussi la weed, enfin moi ça a été un des processus de guérison que j'utilisais dans la weed, c'est que la weed, et pour moi c'est une sorte d'amplificateur. Donc ça amplifie tes émotions positives. Le fait, la musique est trop bien, je mange, c'est meilleur, je prends plus de plaisir, mais ça amplifie aussi tes émotions négatives. Et donc ça amplifie par exemple tes angoisses. Moi ça amplifie ma paranoïa, ça amplifie mon anxiété, genre notamment quand je fume pendant 15 minutes, je suis hyper anxieux, très très anxieux, genre ça me déclenche un état d'anxiété, voire proche de la crise d'angoisse. Comme dirait Wendo, il faut survivre, c'est Dark Souls, il faut survivre au boss du bad trip, et après il y a le good trip qui arrive. Bon, mais après il a raison, c'est ça qui me fait rire. Non, mais ça amplifie tous les états mentaux positifs, c'est ça, mais négatifs, ça m'a permis de toute façon d'aller saisir au plus profond du sale, hein. Je parle, c'est quelque chose de sale, de sombre, hein. Ça m'a permis d'aller le saisir, comment aussi fonctionne mon corps, mes angoisses, mes émotions,
Et parfois, c'était au point de regarder l'abîme et de la devenir, et donc de me m'auto-traumatiser pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. Mais c'est vraiment aujourd'hui quelque chose que je regrette pas du tout parce que j'ai une connaissance de moi que j'aurais jamais eu si j'étais resté probablement sobre toute ma vie. Après, le truc, c'est que toi, c'est parce que tu as un rapport analytique aussi. Ah oui, Où bien sûr, tes états mentaux, chelou, hein. tes états corporels, tu vas les analyser, tu vas garder les sensations, tu vas t'en rappeler. Alors que tu as des gens, leur rapport à la drogue, il est beaucoup plus fuyant que ça, quoi. Ouais, de ouf. Ça veut dire que loin de vouloir, genre moi, par exemple, moi, la fonce D, c'est plutôt l'inverse, quoi. C'est que genre, que ça soit, c'est pour ça que je kiffe le shit, que j'ai kiffé l'héroïne, machin, etc. C'est parce que c'était aussi un moyen de silence du corps, quoi. Ça, c'est, je sais plus quel auteur disait ça, que la bonne santé, c'est simplement le silence du corps, je sais pas quoi. Moi, c'était vraiment ça que je recherchais. Je recherchais l'inverse. Je recherchais justement la disparition de l'angoisse, la disparition de même, tu vois, genre de ne pas avoir envie d'eux. En fait, tout ce qui était désagréable, d'avoir le surplus d'être fonce-dé, permettait d'accepter ce que j'acceptais pas, quoi. Alors, c'était le salariat, les trucs chiants à faire, etc. Tu vois. Après, et en fait, c'est l'inverse total, quoi. Attention, hein. Je pense que justement, une personnalité analytique, notre piège, c'est qu'on veut trop glorifier. Et c'est une manière de nier aussi. Tu vois. Ouais, ça cherche des raisons que ça soit valable. Ça veut légitimer la pratique. Et surtout, je pense pas que moi j'ai été comme ça parce que j'ai jamais été quelqu'un qui méprise, entre guillemets, le fumeur de shit qui fait ça pour oublier, tu vois. Je pense pas, j'ai jamais été cette personne. Mais j'ai connu des gens qui avaient le même rapport que moi à la weed, et notamment ceux qui sont en mode forum actif, qui eux avaient un jugement de valeur que j'ai toujours trouvé c'est assez rond, quoi, parce que t'es en mode non, en fait, parce qu'ils étaient en mode mais non, grâce à la drogue, moi je suis tu sais, c'est tous les discours quoi. Start-up cannabis en mode grâce à la weed je m'élève, machin. Alors ça va de Babylone à grâce à ça je travaille, j'entreprends, je suis créatif, discours artistique ou entrepreneur, machin et tout. Que moi je peux comprendre parce qu'effectivement la drogue peut t'apporter ça, mais là où il y a un truc, c'est qu'il y a ce jugement de valeur de moi j'ai un rapport à la drogue qui est plus sain que les autres. C'est ça. Et ça je trouve que non, c'est aussi une manière de nier que tu veux pas regarder à quel point tu fuis des choses et à quel point tu n'arrives pas à être bien avec toi-même quand tu es sobre. Et ça, moi, je pense pas que j'ai fait ça parce que j'étais conscient d'être en dépression, de pas être bien, de machin. Donc je pense que j'étais en mode, de toute façon, je suis une petite merde. Et quand je fumais, je me disais, je suis une petite merde, mais j'arrive à être un peu plus créatif grâce à ça, tu vois. Ouais. Mais j'ai vu vraiment des gens s'auto-persuader que vas-y. C'est le déni, de toute façon, la drogue aussi. C'est en contrôle, et notamment le rap, parce qu'il faut pas confondre aussi le fait de fumer un joint de temps en temps avec tes potes à un concert ou j'en sais rien, et avoir une pratique addictive de la drogue, c'est-à-dire fumer tous les jours, etc. C'est très différent. Mais le fait d'être accro à une drogue et surtout de se droguer tous les jours, c'est un rapport au déni aussi, quoi. Non, je suis pas d'accord. Quand tu dis ça, tu te défends contre des normies anti-weed qui te moralisent toute la journée. Alors oui, je vois trop ce que facile. tu veux dire, mais c'est un déni quand même. Ça reste une si t'as besoin, si t'as besoin de te justifier auprès des normies anti-weed, oui, bon, d'accord, dans ce cas-là, tu vas te justifier de tout auprès des normies. Hein. Clairement, c'est un peu débile. Et des fois aussi, faut pas avoir honte du déni, quoi, parce que dans des passages dans des passages de ta vie, être dans le déni de tes états dépressifs les plus vénères grâce à la drogue peut aussi permettre de traverser cet état dépressif-là justement. Et pareil, quand t'es accro à une drogue, que tu n'es pas encore en capacité mentale de pouvoir t'en sortir, c'est-à-dire d'arrêter, d'être dans le déni de ton addiction, de dire c'est pas si terrible que ça, j'arrêterai plus tard, ou alors j'en ai vraiment besoin, etc. C'est une manière d'être dans le déni, mais des fois le déni est ça en fait. Tu peux pas faire autrement, et sinon c'est ça qui fera encore plus souffrir, quoi. Vos deux côtés peuvent cohabiter, bien sûr, on dit pas l'inverse. Là, on vous présente le truc, mais c'est un spectre. Et sachez que moi, j'ai des moments où je me suis défoncé. Je sais quoi, je me défonçais, je lançais HOTS, je mettais du rap à fond, j'étais que débile. Hein. Il n'y avait aucune réflexion. Hein. Attention. Sûr. Donc, et je pense que Rast, toi aussi, tu as connu des moments d'épiphanie, des moments d'inspiration, même avec le shit le plus débile de France. Bien sûr. Donc, bien sûr, c'est un spectre. Les gens, on varie de l'un à l'autre. C'est pas genre, c'est pas binaire, il n'y a pas une position ou l'autre. Et un autre commentaire qui dit je vous rendez pas compte de ce que c'est de consommer occasionnellement quand t'es vraiment bien dans ta vie, comme si vous aviez un angle mort sur le sujet. Non, puisqu'aujourd'hui c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui en plus c'est ce qu'on fait, c'est notre rapport à la drogue aujourd'hui. Pour l'instant non, mais ça va venir. Si j'ai fumé à la salle, j'ai fumé sur le joint de Bubuche, de Léo. Voilà. C'était tranquille, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Moi j'ai ce rapport là maintenant et c'est peinard. C'est peinard et c'est très loin de ce qu'on parle d'ailleurs. C'est très éloigné de tout ce qu'on est en train de dire. C'est vrai que là on parle beaucoup pour les gens qui sont drogués, addicts, réguliers. Moi, c'est vrai que quand ça a été mon rapport à la drogue, moi.
ou que tu te mets une mine une fois en soirée, ça n'a rien à voir, quoi. T'es juste un peu heureux, t'es avec tes copains, t'es dans un état un peu second, tu te sens bien en général quand tu fais ça. Le lendemain, t'as un peu mal à la tête et c'est fini, quoi. Genre, ça va, évidemment qu'on ne parle pas de la même chose, évidemment. Et ça peut... Le rapport... Mais de toute façon, on l'a toujours dit, hein, la drogue, en fait, l'addiction, c'est pas le rapport récréatif. Tout peut être consommé, hein, même les pires drogues du monde, si c'était qu'une fois... c'est pas grave. Ça serait pas ça le problème. Bien sûr. Le Même problème si tu prenais de l'héroïne qu'une seule fois, bon, c'est ce qui me semble impossible, mais si tu prenais de l'héroïne qu'une seule fois, bah, c'est pas grave. C'est pas une dose qui va te tuer. À moins que tu mettes une dose mortelle. Oui, tu vois, bien sûr. En dehors de l'overdose. Mais il n'y a aucun problème à être de temps en temps. Genre, c'est comme. La tease, il y a des gens qui se rapportent la même. Tu vois, des gens qui prennent de l'AMD une fois tous les 3 mois. Bah, ils savent que leur cerveau a régénéré et que machin. Et il y a des gens qui prennent de l'AMD chaque semaine. On n'est plus dans le même rapport. Voilà. Vous voyez, genre, c'est pour ça. Si vous êtes intelligent avec votre consommation, comme boire un peu d'alcool et tout de temps en temps. Moi, j'ai eu un rapport alcoolique à l'alcool parce que je buvais de l'alcool tous les jours et dans des quantités astronomiques. Maintenant, moi, je m'empêche pas de boire de l'alcool, j'en bois de temps en temps, mais c'est pas parce que je bois un verre ou 2 par semaine, parce qu'il y a une soirée, parce qu'il y a un truc, je vais au resto et que je bois un verre ou 2 et vraiment je m'arrête, alors qu'avant je buvais 1 litre de vin sans aucune raison, quoi. Bien sûr. C'est pas le même rapport. Tu buvais 1 litre de vin à la bouteille, quoi. Voilà, pendant 10 minutes, je suis pompette dans une soirée, je suis content, ça n'a rien à voir. Et c'est évidemment, mon corps ne va subir presque aucune séquelle et en de fait, ça. surtout, regardez vous-même, parce que ça, c'est aussi la différence, qu'il y a beaucoup de gens que je vois ne pas comprendre le truc, la drogue récréative, mais en vrai, la plupart d'entre vous, vous buvez quelques verres de temps en temps et ça se passe bien. Bah, en réalité, avec les autres drogues, c'est aussi possible d'avoir ce rapport-là. Mais la différence aussi, après, moi, j'ai l'impression que ça change aujourd'hui, mais moi, quand j'étais jeune, le fait est que les gens qui fumaient des joints, et encore plus par rapport aux drogues dures, c'est que quand tu commençais à en prendre des drogues dures, toujours c'était ça. C'était une fois tu prends de la MD, un Taz, à une soirée, machin, etc. Mais au final, tu te fais des potes, des gens qui sont dans ce milieu-là, de la fête, de la fonce-dé, etc. Et tu te mets à traîner avec des gens qui se foncent-dé tous les jours, et du coup, bah, tu te mets à te fonce-dé tous les jours aussi, quoi. Ça veut dire qu'il y a toi-même ton rapport à la drogue, mais il y a aussi El Famoso entourage. Et moi, je vois que ça soit la fume, ou les drogues dures, c'est aussi parce que les gens que j'avais autour de moi en prenaient énormément, quoi. Donc bah tu finis par suivre, quoi. Et c'est c'est le piège aussi, quoi. Problème de santé mentale, psychologue, non. Ça, je suis désolé. Le psychologue et les psychiatres et tout, ça peut être extrêmement utile à des personnes. Il y a plein de gens que ça a aidé, etc. Moi, je suis pas foncièrement anti-psychiatre. Je suis d'ailleurs même pas foncièrement anti, tout ce qui est anxiolytique, antidépresseur et tout. Mais encore une fois, justement, pour moi, il faut aborder ça comme on aborde la drogue. Ce n'est pas bon pour tout le monde. Il y a des gens qui se sont sortis de la dépression en prenant de la kétamine, en prenant des champignons, en prenant du cannabis, par eux-mêmes, par la méditation, par le sport, ou j'en sais rien. Mais il y a des gens qui sont sortis de la dépression par des antidépresseurs, par du psy, etc. Et il y a des gens que le cannabis, que la drogue a empiré leur état. Et pareil, que d'aller chez un psy, ça les a culpabilisés, ça leur a fait perdre de l'argent. Bah ouais. Que de prendre des antidépresseurs, ça les a rendus mous, ou ça leur a créé des problèmes supplémentaires, parce qu'en vrai, ils étaient peut-être un peu bipolaires sur les bords, et du coup, les antidépresseurs, c'était pas forcément conseillé, et puis leur psy a pas vraiment pu analyser, blablabla. C'est pour ça, pour moi, il n'y a pas aucune recette miracle. Faut arrêter avec ça. Et c'est d'ailleurs l'enfer, c'est l'un des enfers de la dépression ou de tous les troubles mentaux, c'est que c'est très difficile, à moins de tomber sur un super professionnel ou d'avoir des connaissances sur le sujet. Mais là, c'est du niveau du coup de chance. Hein. Ouais, on en est presque là. Il peut y avoir un lien avec la classe sociale et les moyens aussi, etc., que tu peux mettre en œuvre pour ça. Mais voilà, ça tient quand même un peu du hasard. En général, va falloir trouver par toi-même des solutions. Et il y a des gens qui prennent des antidépresseurs 2 ans et qui vont dire et puis un jour j'ai pris des champis et puis ça commençait à aller mieux, j'ai arrêté mes antidépresseurs. Tu peux entendre tous les scénarios. Il y a aussi des gens qui ont pris du LSD une fois au mauvais moment dans leur vie, ils sont passés 1 an à l'HP1, que je connais. Oui. Donc les deux sont possibles. Hein. Et moi, le LSD, par exemple, je trouve que c'est la drogue celle dont je garde entre guillemets le meilleur rapport et le meilleur souvenir pour plein de raisons qu'on pourrait détailler. Mais en même temps, il y a aussi des gens, l'effet tellement puissant les a mis dans un état mental. C'est le truc de rester bloqué un peu, quoi. Qui fait que ça les a mis dans des angoisses, des réalisations, il peut y paranoïa. Avoir des corporations, paranoïa assurée. En fait, n'oubliez pas qu'en plus, les drogues, ça a des effets surpuissants sur le cerveau.
Et en vrai de vrai, plus tu es dans une forme de connaissance de toi-même, plus tu es dans une forme de, je sais pas comment dire, mais que tu arrives à comprendre comment tes émotions, tes humeurs, ton cerveau, tes pensées, tes idées, tes boucles fonctionnent, plus tu as des chances de pouvoir, entre guillemets, réussir à contrôler un certain état chelou. Et ça peut être déclenché par le stress, hein, pas forcément d'ailleurs par une drogue, hein, ça peut être par la vie. Mais inversement, moins tu te connais, plus c'est difficile. Et je pense qu'aussi la drogue sert à des gens à se connaître. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme le sport, un peu comme la musique, quand tu pratiques de la guitare ou quoi. C'est que quand tu commences doucement, il y a plein de gens qui font ça. Les famosos, si tu veux commencer une drogue, commence dans un lieu que tu connais, peut-être chez toi, avec quelqu'un à côté de toi qui connaît la drogue et qui pourrait... Et attention, parce que des fois, cette personne-là peut être un usager un peu... Moi, j'ai été cette mauvaise personne et la bonne en même temps. J'ai été les deux. J'ai d'abord été la mauvaise, puis après, ça va. Je me suis transformé un peu en une meilleure. Après ça, c'est avec la weed. Mais c'est normal, tu vois. Mais tu peux aussi, du coup, surdonner une dose qui est beaucoup trop létale à quelqu'un et tout. Et en fait, c'est ce truc, il y en a, ils disent, si tu commences doucement, genre le LSD, il y en a, ils disent, tu prends un tout petit peu, tu prends genre un quart de pochetard, puis un demi et tout. Et il y a des gens qui s'habituent... De buvard, tu veux dire. De buvard, pardon. Et qui s'habituent petit à petit, tu vois. Parce qu'aussi, c'est habituer ses sensations, habituer son corps, habituer son cerveau. Et c'est évident que si tu prends une dose beaucoup trop forte, tu prends de la DMT jour 1 sans jamais avoir un prix de ta vie, je pense que c'est traumatisé à vie, quoi. Ça me paraît... Après, la DMT, c'est tellement atypique comme expérience. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Pourquoi pas ? Mais oui, j'ai compris ce que tu voulais dire. C'est pour ça qu'il n'y a pas... Franchement, tout va dépendre des gens. Et puis, vous savez pas à quoi en plus... Dans le domaine de la drogue, vous savez peut-être pas à quoi vous êtes ultra sensible encore. Parce que ça se trouve, vous êtes un peu paro dans la vie, mais ça va. Et puis vous avez fumé un truc et devenir parano et devenir mal. Moi, par exemple, chez Antoine, c'est qu'il devenait parano avec la weed. Moi aussi, hein, c'est ce qui m'a fait arrêter la weed, c'est la paranoïa. C'est insupportable. C'est à un certain degré, c'est vraiment la paranoïa, c'est une souffrance qui est terrible. T'as beau savoir que t'es parano, ça fait vraiment souffrir parce que c'est... La paro, c'est pas juste que... Tu sais, les gens, ils croient, la paranoïa, c'est que tu sais pas que t'es parano. Tu sais, ils ont Staline en tête. Tu vois ce que je veux dire ? Le mec qui est en mode, tout le monde veut me tuer. Non, c'est pas ça. C'est la paranoïa, c'est vraiment, t'as des frissons il se passe un truc. Genre là, je sais que pour donner un exemple concret, là, je pourrais fumer et avoir d'un coup la sensation que Poutine lance une bombe nucléaire sur la France. Alors qu'il n'y a aucune raison. Grave. Mais je pourrais être en mode... parce que ça me travaille en ce moment, parce que comme tout le monde, la guerre, machin, m'angoisse. Et du coup, genre, je pourrais être en mode... et puis je vais me dire mais t'es complètement con, tu sais, genre la seconde d'après, mais pendant une seconde je ressens vraiment le frisson écrasant d'un missile est en train de tomber sur la France. C'est insupportable ce genre d'expérience, de passer des émotions vives qui te font souffrir, quoi. Et aussi tu vois, genre il y a un truc qui est un peu un poncif de dire ça, mais ça augmente aussi ton état mental à un moment T. C'est pour ça que par exemple fumer un joint à un moment de plaisir, tu vois, genre après une scène, justement, tu tires quelques lattes sur un joint, etc. C'est pas la même chose que d'être dans la pire période de ta vie, dans des moments où tout va mal. Moi, je me rappelle au squat. Au squat, le shit, c'était une question de survie, mais que c'était ça qui était devenu toxique aussi. C'est pas pour rien que plus j'étais ici, plus ça s'est inversé. Ça veut dire que quand j'étais au squat, la vie me cassait tellement les couilles que je fumais du shit pour supporter le truc, et voilà quoi. Et quand je suis arrivé ici, je fumais toujours autant de shit parce que j'étais accro, j'avais pris l'habitude. Et moi, ce qui m'a permis d'arrêter, ça a été l'inverse, ça a été l'effet angoissant de dire mais en fait là je suis encore à fumer du shit alors que je suis dans un moment de ma vie où tout s'améliore, où ça va mieux, etc. Et en fait je sens que c'est un truc qui m'enferme, qui me ralentit dans ma vie, qui me rend c'est même pas plus le truc de pas taffer, mais endormir, de fumer tout le temps, la santé, la thune, tous les trucs, etc. Et en fait là où je sentais le côté toxique du Tushy à l'époque du squat, j'y voyais une vraie utilité parce que ça me permettait de dormir quand il y avait tout le monde qui foutait le bordel et puis de pas penser aux trucs qui étaient angoissants, pas de logement, les expulsions, les machins. Et là où quand j'étais dans une vie heureuse, le fait d'être accro et de pas pouvoir m'en débarrasser est devenu ce qui m'angoissait. C'est aussi pour ça que le fait, les gens qui disent c'est bizarre que tu aies réussi à arrêter aussi facilement, mais non, parce que j'étais vraiment dans un moment de ma vie où j'avais envie de me mettre au sport, les gens qu'on fréquente ne sont plus des fonce-dés, j'avais envie aussi de pouvoir voyager éventuellement, genre même mille les raisons, états désagréables. Donc ça s'est fait facilement. En fait, c'est une question de balance pour moi. J'ai l'impression. C'est-à-dire que ça a déjà été démontré que la drogue, ce qui fait que quelqu'un devient addict, on parle pas d'un usage récréatif. Hein. Oui, là on parle d'addiction. d'addiction. Quelqu'un vraiment. qui tombe dans l'addiction, c'est pas que s'il y a un rapport à la drogue, au plaisir, parce qu'il faut pas oublier que c'est un rapport au plaisir. Hein.
ça c'est très important. Mais il y a aussi un rapport à l'environnement. C'est-à-dire que plus ton environnement est mauvais, donc ça peut être, je sais pas, t'es en dépression, comme Raz a décrit sa situation à lui, voilà, une situation là où il y a bien un environnement, on va dire entre guillemets, toxique, bah en fait ça fait que tu vas avoir plus tendance à te tourner vers ça. Rien que l'ennui, hein, être au chômage, jouer à Overwatch 2 défoncé. Moi, hier, j'ai passé ma journée en slip à jouer à Overwatch 2, j'en avais besoin, mais moi, c'est une journée dans ma vie, tu vois, c'est pas comme avant. Gros, quand je sais que je n'aurais pas de travail et tout. Le shit et les MOBA. J'aurais joué à Overwatch 2 dans des états triples. Gros. Mais au bout d'un moment, t'es malheureux. Overwatch 1 et FF14 avec Wendo. Par exemple, moi j'habitais encore à cette époque-là, j'étais pas encore en squad, c'était la fin à Ivry. Gros, je passais ma journée sur FF14 ou sur Overwatch avec Wendo, je m'éclatais la gueule. Et j'en ai un bon souvenir parce qu'à ce moment-là, j'étais au RSA, j'avais aucun espoir, le truc était fini. Et en fait, le moment social, le truc le plus de plaisir que j'avais, c'était être un semard avec Wendo sur FF14 ou sur Overwatch. Et je regrette pas, tu vois. Mais justement, tu vois, quand je fais ça ici, quand j'ai fait ça ici, d'être là à fumer des joints, à rester sur le PC. Moi, je kiffe jouer à des jeux vidéo débiles sur le PC et tout, mais en rajoutant les joints, tu sais, j'étais vraiment dans un truc de « Ah, mais je suis ce gars comme si j'étais encore au RSA, machin », alors qu'en fait, là, c'est même plus un intérêt, ce truc. Enfin, et en fait, j'ai l'impression que pour arrêter de se foncer, moi, dans toutes les drogues, les 2 drogues que j'ai arrêtées, c'est-à-dire l'héroïne et le shit, les deux fois, c'était parce que les raisons qui m'avaient poussé à m'y mettre était en train de s'était résolvé, où j'avais les possibilités de le résolver. Et en fait, le déclic, il est arrivé parce que les conditions de ma vie et le cadre de vie que j'avais avaient changé, en fait. Et moi, c'est pour ça que ça m'a permis, parce que je sais que je n'aurais pas été capable, et pour l'héroïne et pour le shit, d'arrêter. Si genre, être au RSA comme une merde, avoir rien à foutre et être en dépression, j'aurais pas pu arrêter le shit. Mais à voir, parce que il y a ça, et il y a aussi le fait, par exemple, d'Annie qui se mettait au sport, qui avait arrêté, le fait que on fréquente trop de musulmans, du coup, il y a moins de fonce-dé. Je vais le dire comme ça pour rigoler. Non, mais le changement d'environnement social. C'est ça. Mais c'est quoi la phrase des cucks, là ? Tu es la somme des 5 personnes à qui tu fréquentes le plus. Quand tu fréquentes 5 drogués, t'es un drogué. Quand tu fréquentes 5 non-drogués, tu deviens straight edge. Il y a une vérité là-dedans aussi, tu vois. Genre, mais c'est pour ça le rapport à l'ennui, c'est El Famoso étude à la con là, avec les rats là. Genre les rats qui ont plein de trucs à faire, qui ont des jeux, qui ont une vie en société, qui vivent entre rats quoi. Quand tu leur proposes de la drogue, ils sont très peu à aller se droguer quotidiennement, et même ceux qui se droguent le font pas énormément. Alors qu'à l'inverse, quand tu fous des rats, ils sont isolés, ils ont une vie de merde, ils ont pas de jeu, rien, genre ils s'ennuient. Dans un squat avec 3 canapés. Voilà, en fait les rats se déglinguent la gueule jusqu'à en mourir, jusqu'à se laisser mourir de faim. En fait, ces études-là, aval ce qu'aval, hein, c'est le fameux exemple à la con, mais je trouve que ça dit quelque chose. Ça montre le rapport à la drogue, aussi un rapport au plaisir, un rapport aussi à l'environnement social. Et plus ton environnement est bon, et je pense que même, tu vois, tu disais, moi je trouve, c'est que les malus de la drogue, quand t'es dans la merde, tu ne vois que les bonus. C'est-à-dire que moi, quand j'étais dépressif, que je suis turbo-anxieux, que j'ai quand même de la paranoïa à cause de mon anxiété, que je suis pas bien, que je suis en état dépressif toute la journée et tout, qu'il y a rien qui va, que j'ai rien à foutre, fumer le joint m'a apporté un état un peu de bonheur, de créativité, malgré que ça amplifiait les autres trucs. La balance, c'était valable. La balance des points positifs prenait le dessus, donc je consommais la drogue. Maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, si je suis en mode je vais me fumer un petit joint, même tranquille, je vais être en mode non, mais après, j'ai mon stream à faire, je vais arriver défoncé, ça va pas être agréable. Je dois aller à la salle. Genre, en fait, t'arrêtes pas tant. Pour vraiment arrêter une drogue, c'est pas en me disant je la coupe d'un coup alors que t'en as besoin. Je suis grave d'accord. Tu changes tes habitudes de vie, et tes habitudes de vie vont t'empêcher progressivement. Et tu vois, par exemple, l'alcool, moi, c'est le sport. Pourquoi ? Parce que si tu dis je me mets une énorme mine alors que tu viens de te casser les fibres musculaires, tu vas avoir une nuit de merde, donc mal récupérée. Donc le lendemain, tu vas avoir des inflammations parce que t'as des douleurs liées au sport. Tu récupères pas bien, tu niques ta séance de sport parce que du coup, t'augmentes pas ta récupération. Le lendemain, t'es pas bien, t'as pas envie d'y retourner. Si t'y retournes, tu vas te faire mal. En fait, ça fait que t'as pas envie de t'éclater la gueule. C'est pas une discipline qui vient de je suis trop fort, je suis en contrôle. Moi, ça, non, justement, faut parier sur le reste. Après, t'as des gens qui arrivent, parce que tu vois, il y a aussi un truc, moi je vois
l'époque où j'ai consommé le plus d'héros, c'est l'époque où j'étais dans le salariat. Et l'héros m'a vraiment permis d'accepter le salariat parce que tout devenait agréable une fois que j'étais fonce-dé. Mais t'as des gens qui ont des situations, qui ont un taf qui leur plaît plutôt, etc. et qui tombent dans le genre d'addiction, coke, héros, etc. et qui arrivent à arrêter sans changer leur cadre de vie parce qu'ils n'ont pas le choix. Des fois, ils ont une famille, des gosses, un taf, personne n'est au courant, qui se foncent dès que ça soit dans leur ami, leur famille, etc. Et ils doivent arrêter comme ça. Et là, c'est d'autant plus dur. D'ailleurs, tu te rappelles, la meuf addictologue, c'est ce qu'elle expliquait. Elle disait des fois, c'est beaucoup plus dur de faire arrêter quelqu'un qui a réussi à garder une stabilité de vie, taf, famille, etc. Parce que justement, contrairement au truc où moi, que plus ça va, moi je prenais de l'héros, plus ça allait, plus je me retrouvais dans des trucs crades, dans des situations de merde pour avoir de la thune, du business, commencer le deal, les trucs comme ça, tu sais, genre tout s'écroulait, tu sais, il y a un truc autour de toi où t'es là, mais putain, je suis en train de faire des 4 heures de scout pour aller vendre 3 grammes de cam pour pouvoir m'en acheter un, tu vois, des trucs de ouf comme ça, tu te dis mais vas-y, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Alors que si j'avais gardé une certaine stabilité, justement le moment au début où ça allait quand j'étais dans le salariat, que ça me permettait de taffer, j'étais aveugle au truc, tu vois. Et en fait, paradoxalement, les choses qui se passent mal peuvent te permettre de te voir, mais en même temps, faut pas se décourager. Il y a des gens aussi, il y a des gens qui arrivent aussi à arrêter en gardant malgré leur cadre de vie et qui est difficile. Ça veut dire il y a aucune fatalité de toute façon, quoi. Et aussi la vérité par rapport à ça, juste les gens, si vous avez des gens qui se foncent dé autour de vous et que vous êtes inquiet à cause de ça, faut que vous compreniez un truc, c'est que ça peut être hyper difficile, vas-y on regardera après, ça peut être hyper difficile et hyper angoissant d'avoir quelqu'un qui est accro autour de vous, ça peut faire très mal et ça je le comprends totalement et ça peut être horrible, mais jamais vous réussirez à convaincre quelqu'un d'arrêter si lui il l'a pas décidé à l'intérieur de lui. Merci Akuma, je vous garantis que c'est pas possible. Par contre, n'oubliez jamais que simplement ne pas briser la relation avec la personne, la prendre comme elle est et savoir montrer la disponibilité pour le jour où ça arrêtera, en fait ça peut être salvateur parce que justement le jour où tu commences à en avoir marre et à avoir envie d'arrêter, avoir quelqu'un où tu sais que cette personne-là n'attend que ça que t'arrêtes, mais qu'elle t'a pas non plus mis la pression, qu'elle t'a laissé faire ton chemin, et que le jour où ta personne dit ça y est là j'en ai marre, je veux arrêter, c'est là qu'il faut l'aider, quoi. Et comme pour la dépression. Commencer à mettre, c'est ça comme la dépression. Faut amener et dire si un jour tu veux parler, je suis là. Faut pas être en mode parce que là évidemment que la personne, tu vas créer un effet de réactance, mais dire si un jour tu veux parler, je suis là. Et des fois la personne elle met un an, mais le jour où elle vient parler, tu es là. Elle vient vous parler à vous, quoi. Elle va venir parler à vous parce que vous étiez la moins casse-couille. C'est ça. En fait, vous voyez, c'est le même. Alors que les gens qui lui ont mis la pression, jamais ils iront, quoi. Et juste qu'il y a quelqu'un qui a dit ouais, tu dis de la merde parce que dans le sport il y a plein de défonces. Alors moi j'ai lié, j'avoue, faut que peut-être je parle de manière plus subjective. Moi j'ai lié l'arrêt d'alcool avec le sport. Je me suis dit je remplace un truc par un autre et ça va m'aider parce que c'était une manière pour moi d'arrêter. Il y a des gens déjà parce qu'ils sont en mode amateur, ils s'en battent les couilles. Rien n'empêche un mec de fumer des joints et de faire de la muscu, du foot. Il y en a plein qui le font. D'ailleurs même il y en a ils le font pour maintenir leur truc. Et tu parlais du bodybuilding, le bodybuilding, les mecs se shootent avec des stéros et tout, donc de toute façon on est sur des gens qui veillent pas tant que ça à leur santé, qui sont pas dans cette démarche, on va dire full santé, tu vois. Et même moi je suis pas full santé, je vais aussi au sport pour manger parfois un peu de la merde, enfin c'est un équilibre. Mais typiquement je donnais ça parce que c'est quelqu'un qui disait tu vas arrêter de fumer, commence par courir, parce qu'en fait quand tu cours, tu vas ton cardio, tu vas cracher tes poumons, et à force de cracher tes poumons, à un moment donné ton obsession de la performance va prendre le dessus sur ton obsession de la drogue. Et en fait, c'est ça qui peut aider. Ça marche pas, encore une fois, ça marche pas chez tout le monde. Bien et sûr. Typiquement, Raz, quand on fait de la boxe, il est en mode, il crache un peu ses poumons, en mode le cardio. Et je vois que toi, ça t'encourage. Tu as fumé une clope en moins par semaine ou deux, machin. Et petit à petit, ça va t'encourager à arrêter le tabac, ce qui est probablement l'une des drogues les plus difficiles de laquelle sortir. Dans les classifications des drogues, le tabac, c'est l'une de celles qui est la plus compliquée à sortir. Ouais. Mais bon, je vais y arriver à un moment. Puis il y a la clope électronique. Bien sûr, ça dépend, mais je ne fais que dire ça et vous êtes en mode les gens arrêtez avec ça parce qu'en fait, nous, on a totalement conscience des cas particuliers. Moi j'ai passé ma vie avec des drogués, j'ai vu tous les cas possibles, vraiment venez pas nous faire la leçon de ça marche pas à tout le monde, on vous parle de notre vision du truc, comment ça s'est passé pour nous, et en plus on n'arrête pas de dire moi ça s'est passé comme ça, genre vraiment quoi,
Genre, et après, il y a un conseil dont je suis sûr sur le truc de sachez vous rendre disponible sans faire la pression. Moi, Dany, c'est ce que t'as fait avec moi par rapport au shit. T'as pas été un casse-couille à me foutre la pression en mode ça y est, faut que t'arrêtes, t'as plus besoin, machin. Mais t'étais en mode machin. J'étais en mode c'est dans un an, tu verras. C'est ça, genre, mais après, parce que tu me connais, tu connais ma personnalité, tu vois. Et puis surtout, c'est ça, c'est que je lui dis vas-y, tu dois t'y mettre. Il va me dire nique ta mère. Après, à des moments, il faut lui dire, même s'il dit nique ta mère, il y a des moments, c'est précis. C'est ça. Mais je suis aussi crasse. Si tu dis oui, dans un an, c'est aussi le moment. Lui donner une date à Raz. Une date dans laquelle il se projette sans pouvoir se projeter. C'est très étrange, mais après, je le connais par cœur. Comme tout à l'heure, je lui ai lâché un discret. Tu pourrais lancer une sèche quand je déménage. Ça sera plus pratique. Et j'ai vu, il a fait du coup, je sais qu'il est convaincu. Mais c'est juste, là, parce que là, il veut pas, mais que ça sera peut-être un moment. Et puis, il y aura plus de temps dans l'appart. Il y aura moins de temps perdu aussi. Donc, ce sera un moment, peut-être, s'il pose. En fait, c'est Raz, il faut le piéger comme ça. Mais moi, je le connais. Je sais, il faut lui mettre des dates parce que sinon, il se projette pas. C'est son défaut, ça l'angoisse trop. Donc, il faut lui donner des trucs, mais dont il a à saisir lui-même quand même. C'est ça qui est compliqué. Mais ça, après aussi, à vous de connaître les gens et de connaître comment ils fonctionnent. C'est ça. C'est pour ça que il y a des gens, il faut leur pousser le cul. C'est pour ça aussi que je défendrais un Thibaut InShape qui dit bouge-toi le cul. Je sais que il y a des gens, ça vous choque parce que c'est tout ce que vous voulez entendre. Mais il y a des gens, ils ont aussi besoin d'avoir un pote qui leur met des putains de coups de pied au derche. Ah mais là c'est à vous de savoir en fonction de vos amis, vous les connaissez, leur personnalité quoi. Faut arrêter de croire qu'on n'aide que les gens en leur disant avec des formules passives, machin, ça marche sur des gens. Moi il y a plein de gens, je les ai aidés en leur disant t'inquiète si tu veux, non, très doucement parce que je sais que c'est leur personnalité. Et il y a d'autres gens, je les ai vraiment aidés en leur disant t'es une merde. Je vous jure. Et dans les deux cas c'est le même amour, c'est même plus dur de dire à quelqu'un t'es une merde que il faut vraiment l'aimer quoi, que l'inverse quoi. Et je vous jure que ça marche aussi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas, encore une fois, pas de solution miracle. Ça va dépendre des personnes. Mais voilà, et puis pensez que les choses, c'est des habitudes, ça prend du temps. Soyez clément. Il y a des moments, vous allez avoir des rechutes. Et puis, même avec vous-même, ouais. En fait, le truc, c'est toujours se dire, et c'est pareil pour le sport, pour la créativité, tout fonctionne comme ça. Vous vous dites, j'aimerais bien m'améliorer, vous n'allez pas tout faire parfaitement. C'est évident, mais en vrai, c'est quoi tout faire parfaitement, savoir des résultats 10% plus rapidement? Bon, est-ce que c'est si intéressant que ça, 10%? Réfléchissez aussi comme ça, c'est pas grave d'y aller plus lentement, la vie est longue. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a quand même un progrès. Je pense qu'il faut constater une progression. Donc ça peut être, je vais arrêter, je vais fumer un paquet en moins. Enfin, en fait, allez-y doucement, quoi. Genre, c'est pareil, le sport, vous pouvez pas vous dire, je vais me mettre à 6 séances de sport dans la semaine. Vous faites ça, vous allez tenir une semaine avant que votre système nerveux, il craque et que vous finissez avec une tendinite et vous allez finir 3 fois plus déprimé. Bah, c'est la même chose de se dire, j'arrête l'alcool, vous buvez 1 litre d'alcool par jour, vous arrêtez du jour au lendemain en vous privant de tout. 3 mois plus tard, vous craquez, vous vous remettez dedans et vous dites que vous êtes une merde. Mais c'est pas forcément grave parce que c'est aussi un enseignement. Ça fait partie du chemin. Comprenez que les rechutes aussi, ça fait partie des parcours d'addiction, etc. Et surtout, n'oubliez pas que les addictions se placent des fois là où on ne croit pas. Je pense que dans le chat, il y en a qui se disent « Ah, moi, je me suis jamais drogué. » Le sucre, par exemple. Il y a des gens qui ont une addiction au sucre. Moi, j'ai déjà discuté avec quelqu'un dans mon chat qui m'expliquait qu'il était capable de marcher 1h30 le soir pour aller dans la seule supérette ouverte de sa ville pour aller s'acheter un paquet de gâteaux parce qu'il avait plus de trucs et tout. Donc ça veut dire que c'est la question des addictions va très 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 loin. Genre c'est une vraie question, bien sûr. C'est ça. Malbouffe. C'est ça. La malbouffe, hein, et rigolez pas les gens, c'est pas rigolo. Hein. Mais ça d'ailleurs je trouve que c'est le sujet avec lequel les gauchistes sont les plus débiles. C'est la malbouffe. Je trouve même les droitards parfois plus malins sur le sujet. Il y en a plein qui souffrent de malbouffe ou d'addiction au porno chez le droitard. Des fois ils partent dans des délires christiques, nofap, ultra grossophobes. Ça c'est les droitards. C'est les droitards, ils ont leur manière à eux de gérer, on va dire. Mais ils sont un peu plus malins sur ces sujets-là, alors que vraiment les gauchistes, tu leur dis la drogue, ils sont plutôt basés par rapport aux droitards. Là, ils sont plutôt basés, ils vont comprendre les nuances et tout. Mais tu leur dis malbouffe, ils pètent des plombs. Et ce qui est marrant, parce qu'en plus malbouffe, écologie, enfin il y a plein d'angles normalement pour être un putain de gauchiste avec la malbouffe. Et ils aiment pas quoi, parce qu'ils ont l'impression que c'est une forme d'injonction, ce qui est normal aussi. Hein. Parce que ça fait souffrir aussi de se dire, et il y a plein de trucs qu'on peut pas arrêter. C'est pour ça aussi remplacer, gérer son addiction, c'est pas tout arrêter. C'est aussi remplacer une addiction malsaine par une addiction un peu plus saine. Et toi par exemple, est-ce que genre le sport par exemple, genre je dirais pas que t'as un rapport addict au sport, mais à la limite je pense que si j'avais commencé à 20 ans j'en aurais eu un. Non mais et moi je pense que justement aussi ce que je vois c'est que toi t'as un rapport un peu addict au sport, mais comme pour avec la bœuf, t'as aussi ce côté gros cerveau analytique à réfléchir ta pratique. C'est facile à gérer que la bœuf, j'ai 30 ans. T'as de l'expérience et du coup même la part d'addiction dedans tu la régules en ayant une pratique vraiment raisonnée du truc, en écoutant ton corps, en te renseignant, en sachant, en faisant gaffe. Après tu t'es déjà blessé mais en faisant gaffe
gaffe au truc, qu'est-ce qui peut te faire te blesser en regardant ta machin, etc. C'est normal de alors se blesser, qu'un mec, oui, c'est normal, mais alors qu'un mec qui aurait un rapport addict et qui aurait pas ce côté un peu recul comme toi t'as, pourrait commencer à turbo faire du sport, quitte à faire de la D et commencer à se détruire dans le truc, voir. C'était la discussion avec Delavier. Bon, il y avait pas grand chose d'intéressant, mais il y a eu un truc que j'ai trouvé précis. C'était un moment, t'as Astarion qui lui demande c'est grave de commencer tard, et il dit bah non, parce qu'en général, quand tu commences jeune, t'as tellement des capacités de récupération rapide et tu peux tellement progresser vite que tu te tues. Et en fait, généralement, les jeunes ils se niquent les articulations et les tendons parce qu'en fait, ils ont une petite blessure, ils s'entraînent quand même parce qu'ils savent que ça devient des forceurs, quoi. Ça va finir par passer parce que t'es jeune en fait. Et du coup, ils forcent et ils s'abîment. Alors qu'au contraire, quand tu commences plus vieux, bah, quelque part, t'as gardé des articulations relativement saines vu que t'en as rien foutu pendant des années, tu vois. Et comme bah, t'as pas la même récupération qu'un mec de 20, bah, tu dois faire beaucoup plus attention à tes inflammations, à tes blessures. Et du coup, ça fait qu'en général, t'as un rapport plus raisonnable. Et donc, peut-être qu'au final, par rapport au mec qui a commencé à 20 ans et qui a un corps de 20 à 25 ans qui est son prime que tu n'auras jamais vu que tu as commencé à 30, 40 ans, mais peut-être que toi, à 50 ans, tu auras un meilleur corps que celui qui a commencé à 20 ans parce que tu auras duré dans le temps. Et ce qui est très difficile aussi, notamment la musculation, c'est le rapport, genre la durée dans le temps. C'est que être bon sur 2 ans, c'est accessible à tout le monde. Avoir un physique qui fonctionne le reste de sa vie, c'est là où on va commencer à avoir les vrais experts défauts, tu vois. Et c'est pour ça que moi je sais que je pense que si j'avais commencé à muscler à 20 ans, j'aurais été comme un débile, j'aurais fait que ça. Quand j'aurais été en dépression, je me serais enfermé là-dedans. Enfin, je vois très bien comment. Après, c'est plus simple à gérer que de la drogue, je pense, quand même, malgré tout, tu vois. Mais je vois très bien comment j'aurais pu. Et aujourd'hui, c'est justement cette expérience que j'ai eue avec l'alcool, avec le cannabis, avec tout, qui fait que c'est facile et je me sens pas du tout accro. Après, tu te sens pas en danger. Tout à l'heure, je me suis dit, ah putain, demain, du coup, vas-y, c'est l'enfer. Vu que je vais aller au truc, je vais rater ma soeur. Et après, le truc, c'est que là, je suis en mode ma progression et je me suis dit, tu vois, le truc à résoudre, c'est bah ouais, mais la progression de Twitch est plus importante que la progression physique. Donc, c'est pas grave si je rate une séance. Vaut mieux qu'on fasse un bon stream qui est important pour la gauche, pour notre chaîne et tout. Donc, je me suis dit, c'est plus important. Mais moi, je réfléchis en ordre d'importance parce que de toute façon, j'ai 40 projets en même temps. Donc, je dois constamment déplacer des modules. Et j'essaye de tout faire. Et bien sûr, je peux pas. Et j'aime pas sacrifier un truc, tu vois. Ça me fait chier. Mais en même temps, comme je disais, c'est pas parce que j'ai raté une séance dans la semaine que je vais ruiner toute ma progression, tu vois. Et évidemment, par rapport à un mec qui fait que de la muscu tous les jours et qui a 20 piges, j'ai pas les mêmes résultats, mais je le sais déjà, en fait. Je suis pas d'élu. En fait, si t'es pas d'élu, t'en bats les couilles, puis on s'en branle, genre 1 centimètre de tour de bras en moins. C'est ça aussi. Et puis t'arrives à un point où il faut arrêter de. Et puis il y a des mecs qui deviennent tellement fous qui finissent par se prendre de la testose, détruire le corps. Ouais, ça c'est un vrai bail. Donc moi je vois les jeunes sur TikTok qui vont à fond muscu. Je comprends leur passion, je comprends leur amour du truc, et j'admire les physiques qu'ils obtiennent. Mais je vois aussi comment ils sont en train de se niquer la tête parce qu'ils ont commencé ça beaucoup trop tôt. Et je vois que j'ai cet avantage. J'aurais jamais le physique qu'ils ont. Mais par contre, j'ai beaucoup mieux, en fait, qui est une expérience de vie qui fait que je vais pas me casser le corps. Bah, t'as un rapport sain au truc. Je suis sûr qu'à 30 ans, ça se trouve, ils pourront même pas faire des tractions lestées parce qu'ils se sont détruits les épaules. Tu vois, et moi, je peux les faire. Donc, tu sais, je me rassure aussi comme ça. Et c'est aussi ce qu'il faut se dire, tu vois. Et je pense que tous ces trucs-là, créativité, dépression, sport, drogue, machin, beaucoup de choses, au final, fonctionnent comme ça. Et ça prend du temps. Et ça demande de la connaissance de soi. Et comment on connaît? En commettant des erreurs. C'est ça. Sur l'addiction, c'est pareil. Ce que j'aime bien avec l'idée de la rechute ou l'idée de la blessure, là aussi, il y a un parallèle intéressant à faire, c'est que comment tu apprends à pas faire de la merde? En te blessant. Comment tu découvres tes limites dans un sport? Tu te blesses en fait. Et c'est quand tu te blesses que tu dis, bon, faut que j'enlève un peu, que j'aille plus doucement, machin, et que tu vois que tu as un défaut. Par exemple, tu te dis, je peux courir longtemps, mais en fait, ta cheville te fait défaut. Et en fait, tu dis, il va falloir que je renforce ma cheville. Parce que je peux courir longtemps, mais ma cheville, à chaque fois, elle me baise. Donc, tu te mets à renforcer ta cheville. Et après, tu as une cheville plus forte. Et comme tu as une cheville plus forte, tu peux réellement progresser dans la course. Et après, ta cheville, elle est vraiment forte. Et ça fait que tu n'auras pas de problème de cheville. Là où quelqu'un qui n'aurait jamais fait de sport ne serait jamais rendu compte qu'il avait une mauvaise cheville. Et à 50 ans, il a de l'arthrose. Et là, c'est l'enfer. Et il est baisé, tu vois. Regarde Cassandre sur ses genoux. Cassandre qui tout de suite a identifié il avait un problème au genou, des douleurs au genou, il s'est mis à faire de la musculation en ce sens, ce qui fait qu'il commence déjà à plus avoir de douleurs au genou. Mais s'il avait attendu 50 ans, il aurait eu peut-être de l'arthrose, impossible, il aurait eu du mal à se déplacer. Donc c'est ça aussi où il faut être malin, et je pense que la rechute c'est la même chose. C'est-à-dire que tu te dis vas-y j'arrête tout l'alcool, et en fait tu rechutes à chaque fois. Il faut tirer des leçons. En fait il faut juste tirer des leçons des choses, et c'est ça aussi passer un cap.
C'est que tu peux dire, bon, bah, je suis retombé dans l'alcool, mais pendant 2 mois, j'ai réussi à pas en boire. Tu as pu identifier les moments où tu avais envie d'en boire. Pourquoi? Tu as pu identifier les moments où tu n'avais pas envie d'en boire. Pourquoi? Tu as pu identifier pourquoi tu es retombé et tout. Et donc après, tu peux peut-être commencer à trouver ton équilibre. Moi, je ne suis pas arrivé du jour au lendemain à me dire « Ah, c'est trop facile pour moi d'arrêter l'alcool. » Maintenant, j'ai l'impression que c'est facile parce que j'ai su identifier à travers les années toutes les fois où j'ai raté. Et en fait, c'est ça aussi la réussite. Et il n'y a pas de fatalité, les gens. Vraiment, moi, j'ai commencé à fumer du shit tous les jours. J'ai commencé à fumer du shit, j'avais genre 13-14 ans. J'ai commencé à fumer du shit tous les jours à partir de 16 ans. À 18 ans, pendant 1 an et demi à peu près, j'ai pris de l'héroïne tous les jours, que j'ai réussi à arrêter en prenant des médocs. Après, j'ai continué à fumer du shit jusqu'à mes 31 ans. Tout le temps, moi, dans ma tête, pendant 10 ans, j'étais en mode... Je ne vais jamais pouvoir arriver à arrêter. Et vraiment, j'ai passé jusqu'à même quelques semaines avant que je décide d'un coup d'arrêter du shit. J'étais vraiment dans une mentale de j'ai déjà réussi à arrêter de prendre de l'héro, ça a été horrible, ça a été dur. Le shit, je ne pourrai jamais. C'est ma négociation avec le réel, avec ma santé, avec ce que je peux supporter, parce que j'en ai trop besoin, parce que je suis perdu. Et je m'étais réconcilié avec le fait que je fumerais du shit toute ma vie et que je pourrais jamais faire autrement. Et en fait, simplement en écoutant mon intérieur, on va dire, en faisant gaffe à ce que je ressentais, en fait, je me suis rendu compte qu'à un moment, naturellement, cette obsession, ce truc-là que j'avais créé dans ma tête, de cette impossibilité éternelle de jamais pouvoir arrêter, en fait, il s'est effacé tout seul. Et du jour au lendemain, j'ai dit stop. Et ça a marché, quoi. Et cette fois, alors contrairement, et justement aussi, t'as déjà parlé de taille, comment t'as arrêté l'héro un petit peu. C'est pas que le jour au lendemain. Notamment, genre, non, mais là ça a été un chemin. T'interrompre, c'est que t'as eu un appart, t'as un travail que t'aimes. C'est ça. Première fois de ta life. C'est ça. T'as de l'argent avec ce que t'aimes. T'as des amis, t'es entouré différemment. T'as un couple moins dysfonctionnel. Exactement. Désolé de le qualifier comme ça. Bien sûr. Mais qu'avant, en fait, non, mais c'est ultra con ce que je dis. Mais en fait, de réaliser des choses et de te dire, bah, je suis pas que cette petite merde qui s'enfonce dans la drogue et de te rendre compte que t'as pu être autre chose. Tu sais, c'est le message d'American Beauty, là, quand il dit la plus belle chose dans la vie, c'est de se resurprendre soi-même. Ça, c'est très très beau. Ça, pour moi, je trouve que c'est un des films qui parle le mieux de l'état dépressif parce que cette phrase-là, c'est ce que tu as vécu, tu vois. C'est que je pense que dans la dépression, tu te dis plus jamais. Tu sais, tu as cette impression que la vie est courte et qu'elle est finie, autant se suicider maintenant. D'ailleurs, c'est l'idée suicidaire, c'est il n'y aura jamais rien de mieux. C'est un rapport au déjà vécu. De la drogue, de toute façon. Non. Et en fait, quand tu découvres qu'en fait, là, ce que tu dis au mec qui a 3-4 ans, un Raz, moi-même que j'ai connu, mais j'imagine même pas le Raz d'avant, encore plus héroïnomane, tu lui dis un jour tu monteras sur scène, tu rendras fier tes parents, il rigole, je pense. Il peut même pas y croire. Parce qu'il voit les efforts qu'il va falloir faire pour y arriver et il a la flemme immédiatement. Mais au final, tu l'as fait. Et donc, quand tu l'as fait, tu t'es surpris toi-même. Et en te surprenant toi-même, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que ton cerveau qui s'est renforcé négativement, d'un coup se renforce positivement. Et le fait que tu as su vivre dans un état et dans l'autre, ça fait qu'aujourd'hui, tu comprends beaucoup mieux aussi comment fonctionne la vie, en fait, tu vois, genre, c'est pour ça l'expérience, c'est important aussi. C'est ça, et il faut vous faire confiance aussi. Il faut savoir se trust et s'écouter et savoir à quel moment c'est bien, c'est pas bien, et surtout sortir de la culpabilisation, parce que de toute façon, ça marche jamais. Et voir que tout peut arriver, quoi. Et moi j'aime pas parce qu'il y a un côté discours un peu développement personnel là-dedans et tout, c'est si pas vous grave, voulez. il en faut aussi. Mais en même temps, les 10 ans que j'ai passé à fumer du shit, à être dépressif, etc., je sais exactement pourquoi j'ai fait ça, dans quel état j'étais et qu'est-ce que ça m'a permis de traverser. Et faut pas avoir un rapport de regret ou de honte à ces périodes-là, parce que souvent elles ont du sens, en fait. Et je pense que la honte et le regret, elles peuvent arriver, c'est quand vous commencez à avoir confiance que c'est le moment d'arrêter et que vous le faites pas. Là, à la limite, commencez peut-être à vous poser des questions, mais ça a même pas de sens, quoi. Parce que la réalité, merci Gabou Lebrun, la réalité d'un rapport addictif, il apparaît pas tout seul, c'est trop rare. C'est jamais un truc qui sort de nulle part, etc. Et moi, c'était vraiment un rapport à la mort où, en fait, genre, je l'identifiais comme ça. Pour moi, c'était en mode, je préfère choisir une mort lente de l'héroïne plutôt que de me suicider, en fait. Donc, paradoxalement, ce qui a fait que j'ai failli mourir, parce que ça a failli me tuer, l'héroïne, c'est aussi ce qui a fait que je me suis pas tué avant. Donc, en fait, c'est ça aussi le paradoxe du truc, et qui fait aussi
que j'ai pu décider de m'en sortir au moment de m'en sortir parce que j'étais en mode ah, maintenant c'est le moment. Ce truc-là qui m'a vraiment servi à survivre à un instant T de ma vie, aujourd'hui, il est en train de me faire l'effet inverse et peut-être que j'en ai plus besoin quoi, et que je peux arrêter. Et pareil avec le shit. Et encore une fois, moi vraiment, les gens que vous fréquentez, ça change tout. Et c'est pour ça que les gens qui sont en mode ah, tu sais, j'en ai lu dans le chat, ils disaient du coup, si ça te faisait ça, t'aurais pas dû prendre de weed. Mais moi, pareil, si j'avais pas pris de weed à cette période-là de ma vie, je pense que je me serais mis fin à mes jours. En tout cas, j'y pensais quoi. Je sais pas si je l'aurais fait. Difficile de prévoir, mais je sais que c'est un truc qui m'a aidé et qui m'a aidé dans son rapport aussi destructif. C'est pour ça, en fait, parfois la vision aussi trop healthy des choses, c'est de croire toute autodestruction est mauvaise. Bien sûr que rester dans l'autodestruction, ça amène à s'autodétruire. Mais parfois, c'est une étape. Et c'est ce que j'ai déjà dit quand je parlais de sport, c'est que parfois être dans le mode de vie healthy, straight edge, non, c'est bien. Franchement, c'est mieux. Évidemment que c'est mieux, tu vois, que d'être en bonne santé, que d'avoir de l'énergie, de dormir. Merci à Okami, juste dormir, être bien, avoir dépensé son corps et tout. Ça, les troubles de la digestion, du sommeil, l'anxiété, l'humeur, ça a des effets incomparables. C'est prouvé, c'est admis, tu vois, genre c'est irréfutable que ça marche. Mais on n'est pas toujours dans sa vie comme ça. Et ayez confiance en votre corps, parce que parfois il sait mieux que vous, ces choses-là. Et quand il vous attire même vers des choses sombres, parfois, il sait mieux que vous en avez besoin à ce moment-là. Merci Cafetière en or, tu vois. Et il y a des périodes d'autodestruction du corps et il y a des périodes de réparation, je sais pas comment dire ça, de résilience. C'est pareil avec le mental. Et en fait, le truc, c'est pas dire il faut tout le temps être healthy. Et la preuve, c'est que les gens qui s'enferment dans le mode healthy et qui finissent, ils ont 20 ans, ils mangent que des légumes verts, ils contrôlent toutes leurs calories, et ils développent quoi? Ils développent des troubles de l'alimentation qu'ils n'avaient pas avant, ils développent des bigorexies, des addictions au sport, à des trucs. Donc, croyez pas que c'est magique. Et même les gens qui s'enferment dans des cadres de vie healthy, dans du développement personnel de pacotille, parce que le développement personnel, c'est pas un problème. C'est souvent que ceux qui en parlent, ils disent bien de la merde, tu vois. C'est plutôt ça, en vrai, le souci. C'est qu'eux aussi peuvent s'enfermer dans des chimères, des illusions, dans du déni. Eux aussi peuvent se croire pendant 10 ans, tu fais tout bien, de la muscu, tu te drogues jamais, tu juges limite les autres, et puis à 30 ans, tu vis un deuil, tu perds tes parents ou j'en sais rien, bam, tu descends la chute aux enfers, et dans ta chute aux enfers, tu finis craquette. C'est arrivé à des gens. C'est arrivé à des gens aussi de persuader que ça leur arrivera jamais à eux, et le jour, donc en fait, il n'y a pas de parcours sûr et certain, quoi. C'est pour ça, ce qu'il faut, c'est baliser son parcours. Savoir, même si c'est très dur, se pardonner quand on va pas bien, même si il y a quand même des moments de lucidité, même dans la dépression la plus noire. Il y a des moments où tu te dis peut-être un jour ça ira mieux. Faut s'accrocher à ça. Et quand vous voulez vous sortir de quelque chose ou évoluer dans un domaine, faut voir les petits progrès. Et c'est des petits pas. Merci, mais petits pas par petits pas, des fois, on peut se retrouver après. Moi, si je repense à ma situation, merci Fantine, il y a quelques années, j'aurais été c'était mon rêve de vivre ce que je vis aujourd'hui. Mais putain, j'ai marché doucement. Il y a eu des jours où j'y croyais plus. Vas-y, c'est comme ça aussi. Je me revois à l'époque, gros. C'est lent. C'est lent le changement. Surtout la vérité sur le corps, et ça c'est prouvé par le sport, par plein de choses, c'est que le changement c'est lent. Mais un jour tu y arrives en fait, si tu t'y tiens et que tu es régulier. Parce que ça prend du temps. Et évidemment que le premier jour où tu arrives, ton corps te dit fuis, c'est horrible, on est trop essoufflé, on n'arrive à rien, ton cœur lâche, tout te fait mal parce que rien n'est fait. Et c'est pareil pour la créativité, c'est pareil pour plein de choses. C'est étape par étape. C'est pareil pour le sexe. Bah oui, en vrai. Même si vous avez des problèmes sociaux, non mais c'est vrai ça, en plus t'as raison, même si vous avez des problèmes sociaux, des difficultés à parler aux gens, que vous sentez mal en soirée, c'est pas parce que vous dites allez maintenant je vais dans des soirées, mais vous allez au bout d'une heure vous sentir mal. Mais si il y a une soirée, vous tenez 30 minutes, puis une autre 1 heure, puis une autre 1h30, vous progressez. C'est ça. En fait c'est le progrès, vous allez courir, au début vous allez faire 10 mètres avant d'être essoufflé, puis 100, puis 10 minutes, puis 15, puis 20, puis 30, vous voyez. C'est pour ça, tu te mets pas à courir un marathon en t'ayant jamais entraîné en fait. Tout fonctionne un peu comme ça. Une fois que tu as compris qu'il y a un processus dans à peu près tout, après il suffit de trouver un processus qui est à peu près logique par rapport à vous, votre personnalité, vos capacités, et vous y mettre doucement à votre rythme. Parce qu'il y a des choses que vous allez pouvoir faire, que vous ignorez que vous êtes capable de faire, et il y a des choses que vous croyez que vous allez faire et que vous allez finir par pas faire et vous allez du coup vivre des échecs. Pour découvrir ça, il faut s'y mettre aussi. Parce que le rythme, c'est pas quelque chose qui se trouve naturellement aussi. Tu te dis pas, tiens, c'est sûr. Parce qu'il y a trop de gens, ils se disent, ouais, demain je vais faire ça et je m'y mets à fond et tout. Et ils s'y mettent jamais parce qu'ils se mettent des espèces d'étapes trop dures.
Non, fixez-vous un objectif raisonnable et vous allez voir, ah mais en fait j'ai fait mieux. Bah, en fait je peux peut-être me fixer un objectif plus dur. Au contraire, même cet objectif raisonnable, j'ai pas réussi à le tenir. Donc voyez vos trucs à la baisse et faites par rapport à ce que vous êtes capable de faire en fait. Suivez-vous, écoutez-vous, respectez-vous. Des fois c'est... Et puis je pense que aussi, surtout si vous êtes jeune, et quand je dis jeune, même moi je suis jeune encore, hein. Donc j'ai envie de dire tous les moins de 30 ans, laissez la vie se faire aussi. Je pense que l'un des problèmes qu'on a quand on est adolescent ou jeune adulte, c'est qu'on est persuadé d'avoir un peu tout compris. Ou en tout cas qu'on a tout. Mais en fait, on comprend rien parce qu'on découvre la vie, on découvre son corps, on découvre sa personnalité. Et ça s'arrête pas à 16 ans, ça s'arrête pas à 17 ans, ça s'arrête pas à un âge. En fait, c'est toute la vie. Hein. Je pense que c'est jusqu'à même un pied dans la tombe. Limite c'est le moment où ça y est on arrête d'apprendre des choses, mais on aurait été capable d'en apprendre si on avait vécu un jour de plus quoi. Ce que je veux dire par là c'est que soyez clément avec vous-même. Si vous avez 20 piges, 21, 22 et vous vous dites que vous êtes foutu, vous vous connaissez pas. Moi franchement j'ai été trop dur avec moi-même quand j'étais jeune, en mode putain ça y est c'est fini, ça j'y arriverai jamais parce que j'ai 20 ans et d'autres gens de 20 ans y arrivent. Merci Gaboulburn, merci beaucoup. Et en fait non, de chez non. Il y a des trucs que je fais aujourd'hui, mon moi de 20 ans, il croirait pas que je suis capable de les faire. Parce que l'expérience vraiment comptait là-dessus, quoi. Et l'expérience, c'est se tromper, c'est échouer, c'est souffrir, c'est déprimer, c'est se détruire. C'est pas que accomplir, réussir. Non, ça fait partie du truc, hein. Sinon c'est un peu nul. Mais c'est aussi des moments de solitude, d'échec, d'ennui. Et parfois, c'est 2 ans d'une dépression à rien branler, à se penser qu'on est une grosse merde, qui fait qu'après on développe une forme de force mentale. Donc accrochez-vous à la petite voix en vous, celle qui vous dit un jour il y aura un truc, parce qu'il y a toujours une petite voix tapie dans l'ombre qui murmure quelque chose et qui dit t'inquiète, girl boss, un truc basé va arriver si tu fais ça. Et suivez ça, écoutez. Et puis la dépression, l'anxiété, moralement c'est condamnable, mais en soi ça existe et c'est pas pour rien. C'est des processus en vous qui vous dites il faut que quelque chose change. La dysphorie de genre insupportable à vivre au début, et puis il y a des gens qui grâce à des parcours de transition, grâce à des transformations physiques, finissent par découvrir l'euphorie. Vous voyez, l'anxiété qui te dit que t'es une petite merde, que tu feras jamais rien de ta vie, qui te dit que ton taf est nul ou que ton couple il est un peu toxique et qui te bouffe au quotidien, ça fait qu'un jour tu trouves un taf qui te plaît, tu t'accomplis dans quelque chose, que tu trouves le courage de quitter ton couple et de te mettre avec quelqu'un de mieux. Vous voyez, c'est pour ça aussi, arrêtez de forcément, quand on est dans une période difficile, forcément on a envie d'abandonner immédiatement, mais faites confiance aussi au processus et essayez d'identifier et de tirer des leçons à chaque fois en fait. Parce que je pense que ceux qui progressent jamais sont ceux qui veulent jamais tirer de leçons de rien et qui comptent trop sur le hasard. Les hasards ça existe. Mais justement, un hasard dans un truc où vous essayez... Si vous avez un hasard positif dans un moment où vous essayez de vous en sortir, ça sera peut-être la goutte d'eau qui vous permettra de véritablement exploser. Alors qu'à l'inverse, un hasard négatif, alors que vous êtes déjà au fond du trou, sera peut-être ce qui vous tuera. Donc il faut faire très attention avec ça et pas que parier sur le hasard. Voilà, bordel, relisez Sartre. Let's go. Soyez libre un peu, vous êtes condamné à être libre, c'est ça qui vous fait souffrir. Du coup, vous faites preuve de mauvaise foi, bande d'enculés. Let's go. Attends, j'ai le droit de faire le discours Thibaut InShape après avoir été gentil. Rien à foutre de ta dépression. Voilà, rien à foutre. Boum. Réveille-toi, putain de merde. Rien à foutre de ta dépression. Rien à foutre de tes excuses. Rien à foutre de ton petit cœur brisé. Rien à foutre de ta pression mentale. Rien à foutre de ta fainéantise. Rien à foutre de tes doutes. Arrête d'être une merde. D'être une personne sans aucune motivation. Arrête de gaspiller ta vie.